Bienvenue à l'immobilier déchiffré, présenté par le Collège MREX. Je m'appelle Nicolas Ray, je suis professeur en ingénierie financière au Collège MREX. Pour la plupart des gens qui désirent débuter en immobilier, commencer par faire leur première acquisition d'un immeuble à revenu, ça passe souvent par justement l'équité qu'on détient dans notre résidence primaire, dans notre maison, notre condo, peu importe. Et la question qui revient souvent et dont j'avais envie de traiter aujourd'hui avec vous, c'est justement, est-ce que je peux utiliser l'équité de ma maison pour justement me servir de ça comme mise de fonds pour ma prochaine acquisition, que ce soit un plex, que ce soit un bloc appartement, que ce soit un autre type de propriété d'investissement? La réponse la plus simple, c'est oui, effectivement. C'est d'ailleurs pourquoi je dis en intro que c'est une des méthodes vraiment les plus répandues. C'est probablement comme ça que la plupart des gens ont commencé leur carrière d'investisseur immobilier, c'est-à-dire ils ont acheté une première propriété pour y habiter, que ce soit un condo, que ce soit un petit plex, que ce soit une maison, et puis avec le temps, finalement, ils ont bâti de l'équité dans cette propriété-là. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi l'équité, ça reste que c'est un terme assez commun en investissement immobilier, mais pour un débutant, c'est peut-être un terme qui est moins compris. Ce qu'il faut comprendre, c'est que généralement, on a soit une dette, soit de l'équité. Et généralement, dans la part des propriétés d'investissement, on a les deux. Donc, si vous avez une maison, par exemple, qui vaut, je ne sais pas, 300 000 et que vous avez une dette de 200 000 donc une hypothèque avec une banque ou une institution financière, bien, il vous reste bien sûr 100 000 d'équité sur cette maison. Donc, c'est important de comprendre que oui, l'équité, ça vous appartient en théorie et on peut se servir de cette équité-là pour l'utiliser comme mise de fonds pour finalement aller acheter une propriété d'investissement. Avant qu'on rentre ici dans le tableau sur l'équité de ma maison comme mise de fonds, ce qu'il faut comprendre aussi au niveau de la différence entre une dette et de l'équité, c'est qu'on doit aussi comprendre que l'équité dans un immeuble ou une maison, un condo, c'est immobile. C'est pour ça qu'on appelle ça l'immobilier. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on veut être capable de rendre cette équité-là liquide pour qu'elle puisse servir pour une prochaine acquisition. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment on rend ça essentiellement liquide. Et avant de se rendre là, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que à travers l'utilisation des outils que je vais vous présenter, on ne peut pas rendre nécessairement toute l'équité liquide. On peut seulement en utiliser une partie. La seule manière, ou une des seules manières, puis bien sûr, là, on parle en termes généraux, je ne suis pas en train de traiter les exceptions, parce que oui, il y a des exceptions, puis il y a plein de cas très spécifiques, très précis, mais on ne peut pas généralement rendre toute l'équité qu'on a dans une propriété liquide pour aller faire d'autres choses, à moins de vendre la propriété. Et sans rentrer dans les détails avancés de l'ingénierie financière en immobilier, généralement, on tente d'éviter de vendre des propriétés parce qu'on est dans une classe d'actifs, l'investissement immobilier qui est une classe d'actifs qui est très long terme. La valeur, la richesse que vous bâtissez, elle est sur plusieurs années. Donc, si on vend, bien, malheureusement, on ne profite pas de toutes les années de rendement, de rentabilité qu'on aurait pu avoir dans la propriété lorsqu'on la vend. Ça arrive des moments que ça fait du sens de vendre une propriété, que ce soit un bloc appartement, que ce soit un autre type de propriété, mais généralement, l'investisseur immobilier moyen tente d'éviter ça. Il y a un concept aussi qu'on comprend dans le monde de la finance qui est la collatéralisation, c'est-à-dire on a un actif qu'on peut se servir comme étant une collatérale pour aller faire d'autres choses. Et bien, à chaque fois que tu vends une propriété, oui, tu te ramasses très liquide, tu as du cash, tu as du comptant, tu as de l'argent, mais tu as perdu du collatéral. Ça peut faire du sens à certains moments, mais à d'autres moments, moins. Donc, généralement, on veut tenter d'éviter d'être obligé de vendre nos biens, nos actifs, parce qu'on veut quand même maintenir justement une bonne quantité d'actifs dans l'ensemble de notre bilan. Alors, si on ne veut pas vendre notre maison ou la propriété qu'on habite pour
pouvoir liquider essentiellement l'équité qu'on a dans cette propriété-là, parce qu'on veut cette équité-là pour aller acheter un bloc appartement, par exemple, bien, ce qu'il faut être capable de faire, finalement, c'est d'utiliser l'effet de levier. Puis l'effet de levier, c'est pas quelque chose de si exotique, c'est simplement, on veut finalement aller emprunter sur cette équité-là. Donc, on va mettre un prêt en place, qui est un prêt qui essentiellement va nous permettre de sortir l'équité. Donc, si j'ai 100 000 d'équité dans ma maison, ma résidence principale, bien, dans le meilleur des mondes, bien sûr, j'aimerais ça pouvoir rajouter un prêt de 100 000 sur cette maison-là pour avoir le 100 000 dans mes poches. Bien sûr, là, je vais devoir 100 000 de plus sur ma maison, mais là, j'ai 100 000 dans mes poches que je peux utiliser comme mise de fonds pour aller acheter une autre propriété. Ça, c'est le principe global. Très, très rare, surtout au niveau des prêts bancaires, de ce qui est institutionnel. C'est très rare qu'on va nous permettre finalement de voir 100% de la valeur de notre propriété ou de notre résidence. Fait que dans le cas où on a une maison de 200 000 300 000 puis qu'on a un prêt de 200 000 avec la banque, bien, on ne pourrait pas aller chercher un autre prêt de 100 000 généralement sur la portion d'équité parce que là, on devrait finalement 300 000 sur une maison qui vaut 300 000. Généralement, il y a un concept qui s'appelle le ratio prêt-valeur. Et les institutions financières ne prêteront pas en haut d'un certain ratio prêt-valeur. Donc, prenons, pour faire un exemple très simple, une maison d'1 million de dollars. Si les institutions financières ne permettent pas d'aller plus loin que, par exemple, 80 de ratio prêt-valeur, 80 de 1 million, c'est 800 000. Donc, en théorie, en toute fin pratique, très, très, très peu de banques et d'institutions financières vont vous permettre d'hypothéquer en haut de 800 000 sur cette maison qui a une valeur d'1 million. Donc, on comprend que si vous avez une hypothèque de 500 000 qui est déjà en place sur la maison d'1 million, vous dites, bien, j'ai 500 000 d'équité. Théoriquement, vous auriez 500 000 pour aller investir en immobilier et acheter des blocs appartements. Mais en vérité, vous avez seulement accès à 300 000 dans une circonstance où les banques imposent un RPV, un ratio prêt-valeur, maximal de 80 %. Bien sûr, on parle en théorie ici. Là. Prenez pas le 80 % comme étant la règle. J'utilise simplement un exemple. Chaque institution financière a des produits différents puis des ratios prêt-valeur différents. Généralement, ça tourne autour de 75 à 80 % de ratio prêt-valeur. Okay? Donc, très important à comprendre que quand je dis qu'on ne peut pas rendre liquide l'entièreté de notre équité à travers les emprunts, le financement, le levier, ce qu'on dit en anglais de leverage une propriété. C'est là que si vous dites, bien, il faut que j'achète une propriété, je la veux absolument, j'ai besoin de 500 000 bien, malheureusement, vous allez devoir vendre votre résidence principale ou votre propriété si vous voulez aller chercher tout de 500 000 à moins que vous maîtrisez, bien sûr, l'ingénierie financière. Il y a un paquet d'autres instruments financiers qui nous permettent d'aller chercher encore une plus grande portion de cette équité-là, mais ça sera pour une autre vidéo. Tout ça pour dire que, essentiellement, dans notre exemple qu'on a aujourd'hui, est-ce que je peux utiliser l'équité de ma maison pour servir de ça comme mise de fonds pour acheter un bloc appartement ou un autre plex? Bien sûr que oui, et généralement, ça va se faire de deux manières. Pour rendre tout ça liquide, on peut utiliser soit une marge de crédit hypothécaire, ou soit qu'on peut utiliser ce qu'on appelle une collatérale. La marge de crédit, c'est probablement le produit le plus répandu, le plus simple à comprendre. En anglais, on appelle ça un HELOC. Donc, un H-E-L-O-C pour Home Equity Line of Credit. Donc, essentiellement, une marge de crédit hypothécaire. Marge de crédit sur votre maison. Donc, généralement, ce qui va se passer là, c'est, on reprend l'exemple de la maison qui vaut 1 million. On a, disons, une hypothèque actuelle de 500 000 on prend l'exemple d'une institution financière qui permet de jumeler votre hypothèque, ici, ça c'est l'hypothèque, avec une marge de crédit hypothécaire, puis elle vous permet d'être à 80 % de RPV. Donc, ça veut dire qu'on pourrait aller chercher une marge de crédit de 300 000 $. Donc là, on aurait 300 000 $ pour aller acheter un 6 logements, un 8 logements, un 12 logements, peu importe c'est quoi l'acquisition que vous avez envie de faire. Ce
Ce qui est intéressant ici, c'est que au lieu de devoir refinancer votre maison, parce que peut-être que vous auriez pu simplement aller voir votre banque et dire « je vais refinancer ma maison au complet », je vais le refinancer au maximum, disons à 80 %, et donc vous allez avoir une hypothèque de 800 000 au lieu d'une hypothèque de 500 000 puis une marge de 300 000. Sauf que ce que vous devez comprendre, c'est qu'une hypothèque, on doit payer à chaque mois de l'intérêt et du capital. On doit faire descendre le montant de ça. Alors que généralement, la marge de crédit, la part des marges de crédit qui sont utilisées, tu as seulement à payer mensuellement l'intérêt et non pas le capital. Donc, le paiement mensuel, généralement, est plus petit, va vous coûter moins cher à chaque mois d'avoir une hypothèque de 500 000 puis une marge de crédit de 300 000. C'est pour ça que la plupart des gens vont utiliser cette technique-là au lieu de refinancer. Bien sûr, on aurait pu simplement rajouter ici de refinancer. C'est effectivement une option, bien sûr, si vous voulez utiliser l'équité de votre maison pour investir en immobilier, mais bien sûr, ça vient avec des limitations. Exemple, moi, j'ai signé une hypothèque sur ma maison en 2020 à 1,68 %. Bien, aujourd'hui, les taux d'intérêt sont pas mal plus élevés que ça. Donc, c'est sûr que pour moi, personnellement, je n'aurais pas le goût de refinancer à un plus haut taux sur un plus gros montant. C'est beaucoup plus logique pour moi d'aller chercher, exemple, une marge de crédit. Puis oui, de payer un taux d'intérêt plus élevé sur cette portion-là, mais j'ai juste l'intérêt à payer à chaque mois et non pas l'intérêt capital si, exemple, j'avais refinancé le tout en plus à un taux d'intérêt plus élevé. Et là, on n'a pas rentré non plus dans la discussion de est-ce que tu es capable de refinancer parce que parfois, on ne peut pas refinancer parce qu'il y a des pénalités justement qui sont associées au type d'hypothèque qu'on a mis sur notre résidence principale. Donc, la marge de crédit reste une option très favorable. Faire attention, on va en parler tout à l'heure aussi de la marge de crédit. Il y a des changements qui ont été annoncés en 2022 qui vont prendre effet en 2023. On va les voir tout à l'heure. Vous allez voir que ça va devenir de moins en moins intéressant d'utiliser une certaine type de marge de crédit. La deuxième option, c'est la collatérale. Okay? La collatérale, ce que ça veut dire, c'est essentiellement, on se sert d'un actif, on se sert de sa valeur, on le donne en garantie pour aller acheter un autre actif. Okay? Donc, on reprend l'exemple ici. Disons qu'on oublie la marge de crédit de 300 000. J'ai une maison qui vaut 1 million, j'habite dedans, j'ai une hypothèque de 300 000 et là, j'ai besoin de 300 000 pour acheter mon 8 logements. Donc, certaines institutions financières, certaines banques vont me permettre de, disons, acheter un immeuble. Disons que j'achète un 8 logements, puis ce 8 logements-là, normalement, on va dire, disons qu'il vaut 1 million et disons que la banque est prête à me financer 700 000. Donc, j'ai besoin de 300 000 de mise de fonds pour pallier la différence. Certaines institutions financières vont permettre, dans le fond, de vous donner un financement de 1 million au lieu de 700 000 en prenant 300 000 de garantie sur votre maison. Là, vous allez comprendre que quelque chose qu'on appelle le service de la dette, SD, service de la dette, c'est le paiement que tu payes à chaque mois pour les dettes que tu as, pour servir ta dette. On comprend que mon paiement de 1 million va être plus élevé ici que mon paiement de 500 000 d'hypothèque avec une marge de 300 000. Pourquoi? Parce qu'à ma marge, je payais juste mon intérêt à chaque mois, alors qu'ici, encore une fois, c'est un prêt, tout comme lorsque je refinançais ma maison, et donc je vais payer capital et intérêt à chaque mois. Par contre, certains vont dire, et bien sûr, toujours très important, rendement versus risque, que c'est peut-être une manière moins risquée parce que tu descends le capital plus rapidement et donc ce qu'on appelle en anglais, tu te deleverage. Donc, tu réduis ton effet de levier au fil du temps. Alors que dans la situation où on a juste une marge de crédit par-dessus notre équité, en réalité, tu ne descends jamais le capital de ça.
Par contre, ça amène un autre risque, ça amène un risque de liquidité court terme, c'est-à-dire à chaque mois, parce que ça te coûte plus cher servir la dette globale nécessaire pour investir en immobilier. Alors, c'est vraiment une question de quelle dette ou quel risque tu sens mieux à gérer essentiellement. Ce n'est pas toutes les banques, pas toutes les institutions financières qui vont permettre la collatéralisation pour servir de mise de fonds. Donc, dans d'autres instances, possiblement que si vous avez vraiment une opportunité incroyable, puis que vous maîtrisez vraiment tout ce qui est en termes d'investissement immobilier, c'est-à-dire calculer la rentabilité d'un immeuble, faire vos prévisions financières, faire la gestion de risque à travers tout ça. Toutes des choses qu'on enseigne au Collège NREX d'ailleurs dans le certificat en ingénierie financière que je suggère à tout le monde de suivre. Parfois, peut-être que vous allez aller vers un prêteur privé. Puis des prêteurs privés, là, ça peut être plein de choses. Ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut être votre tante, ça peut être votre voisin, ça peut être un prêteur privé professionnel qui sont un peu comme, si on veut, des institutions financières petites, alternatives. Bref, il y a tout un éventail de ce qui peut être un prêteur privé, mais essentiellement, le prêteur privé pourrait faire un peu comme la banque et dire, bien, regarde, tu as besoin de 300 000 de mise de fonds, parfait, je vais aller enregistrer une hypothèque sur ta maison derrière l'hypothèque de la banque, équivalent à 300 000 pour te permettre d'avoir ton 300 000 nécessaire. On ferait ça parce qu'on n'a pas réussi à trouver de banque qui nous permettait de collatéraliser, puis parce qu'on ne pouvait pas refinancer notre propriété et on n'avait pas accès à une marge de crédit. Il y a plein de choses qui pourraient faire ça que vous n'auriez pas accès à une marge de crédit. Peut-être que vous êtes travailleur autonome, peut-être que vous ne déclarez pas assez de revenus, peut-être qu'il y a eu un changement d'emploi, peu importe. Il y a différentes choses qui pourraient faire en sorte que, pour une raison ou une autre, ni cette option-là, ni cette option-là, ni cette option-là fonctionne et que vous avez accès à une belle opportunité et vous voulez en profiter et vous voulez utiliser votre équité pour en profiter. Bien sûr, plus qu'on va loin dans la gamme des prêteurs privés, il faut faire très attention. C'est un monde qui est très peu réglementé. Vous pouvez vous mettre dans le trouble, bien sûr. Il y a beaucoup de risques à gérer au niveau du prêt privé, surtout si vous n'avez pas une bonne base, une bonne éducation en ingénierie financière. Vraiment, vraiment à faire attention. C'est un couteau à double tranchant. Et généralement, les taux d'intérêt vont être beaucoup plus élevés au niveau du prêt privé qu'au niveau de ce que vous verrez au niveau bancaire, collatéralisable, au niveau des marges de crédit ou au niveau des refinancements. Mais en immobilier, tout se calcule. Le coût d'opportunité se calcule. Ça se peut très bien que, même avec un taux d'intérêt plus élevé, que l'opportunité soit tellement rentable que ça le justifie. Et finalement aussi, bien, il y a le vendeur qu'on pourrait utiliser comme collatéral. Possiblement, ça arrive souvent en fait que les vendeurs au niveau des immeubles à revenus sont ouverts en fait à vous financer une partie de la mise de fonds. Ça peut se faire de deux manières, soit qu'ils vous financent une partie de la mise de fonds et ce montant-là demeure en solde sur l'immeuble que vous achetez, donc ce qu'on appelle une balance de prix de vente. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la balance de prix de vente dans la série Immobilier déchiffré. Si vous ne l'avez pas encore visionné, je vous invite à aller le voir. Ou ça se peut aussi que le vendeur, au lieu de faire ça, dise « Écoutez, je peux prendre une garantie sur votre maison, équivalent à, disons, 300 000 depuis tantôt, et je vais prendre en garantie 300 000 d'équité sur votre maison. » Donc, pour des raisons quelconques, des fois, ça arrive que la banque qui vous finance l'hypothèque ici de 700 000 sur le 1 million de coûts d'acquisition de votre 8 logements ne permettent pas d'avoir une deuxième hypothèque derrière eux, donc ce qu'on appelle un prêt en deuxième rang. Ça se peut qu'ils ne le permettent pas ou que ce ne soit pas possible. Peut-être que l'option, c'est de dire, bien, si le vendeur est d'accord à vous prêter l'argent et que ça ne marche pas sur son immeuble qu'il vous vend, bien, vous pourriez venir collatéraliser justement votre résidence principale. Encore une fois, très important, il faut toujours affaire des professionnels, notaires, CPA, fiscalistes, avocats, très, très important. Ce n'est pas parce qu'on s'éduque, pas parce qu'on se forme qu'on arrête de travailler avec des professionnels, même au contraire. On a encore plus envie de travailler avec des professionnels puis de travailler avec des bons, plus qu'on est éduqué et formé comme investisseur immobilier. Ce sont des alliés de taille. Et rappelez-vous que ce qu'on fait ici, c'est de l'enseignement. On vous donne de l'information. On n'est pas en train de vous donner des conseils. Donc, ça fait le tour au niveau de
des points nécessaires pour utiliser l'équité de votre maison. Je disais tantôt de faire attention avec les marges, avec ce qu'on appelle les HELOC, principalement ce qu'on appelle les CLP, le Bureau du surintendant des institutions financières, donc c'est un organisme canadien, a annoncé que pour 2023, ce qu'on appelle un prêt hypothécaire réamortissable, essentiellement, c'est une forme de marge de crédit qu'on met sur notre maison. Hein, on a une maison de 500 000, on veut mettre une marge de 300 000. Bien, cette marge-là, comment elle fonctionne, c'est que pendant ce temps-là, on se comprend que j'ai un paiement hypothécaire, je paye à chaque mois du capital et l'intérêt. Puis disons que dans 2 ans, j'ai assez payé, là c'est exagéré comme exemple, mais j'ai assez fait de paiement que mon hypothèque n'est plus rendue à 500 000, elle est rendue à 300 000. Bien, automatiquement, ma capacité de marge de crédit a augmenté de 200 000. Donc, dès que je paye du capital, ma capacité d'aller remprunter avec ma marge de crédit augmente. C'est ce qu'on appelle un prêt hypothécaire réamortissable ou une marge de crédit CLP, en anglais un HELOC CLP. Bien, auparavant, dans le fond, en ce moment, on peut aller souvent jusqu'à 80 de ratio prêt-valeur. Hein? Ça veut dire que dans mon exemple d'une maison d'1 million, j'ai une hypothèque de 500 000. Théoriquement, j'ai le droit à 300 000 de marge de crédit. Si je repaye un autre 100 000 sur mon hypothèque, bien, théoriquement, j'ai le droit à un 100 000 de plus sur ma marge de crédit. Le changement qui va arriver en 2023, c'est que ce ne sera plus 80 ça va être 65 Donc, ce ne sera plus 500 et 300, ça va être 500 000 d'hypothèque et 150 000 de marge de crédit. Puis en fait, réellement, à date, ce qu'ils ont annoncé, c'est juste que si tu dépasses ce 150 000-là, donc si tu te rends à 300 000, ça ne sera plus juste un paiement d'intérêt à chaque mois sur ta marge que tu vas devoir faire. Ça va être également un paiement en capital, donc pour baisser ton capital. Donc, ça commence à ressembler davantage à finalement un refinancement parce que finalement, le BSIF ne veulent pas que les Canadiens soient toujours trop surendettés. Et plusieurs théories disent qu'en partie, l'immobilier canadien a atteint des valorisations élevées parce qu'on permet aux gens continuellement de se refinancer, de se réhypothéquer. Puis même, pire encore, dans le cas de la marge de crédit initialement, tu n'as même pas besoin de repayer ta dette, tu as juste besoin de la servir, tu as juste besoin de payer les intérêts. Donc, très important à considérer dans vos investissements. Et on termine avec ça. N'oubliez pas les coûts. Il ne faut jamais oublier les coûts. C'est beau utiliser du levier, c'est beau refinancer, mettre des marges de crédit en place, utiliser différentes techniques, des balances de prix de vente, des prêteurs privés, mais n'oubliez pas les coûts associés à ça. Vous allez devoir servir cette dette-là, hein? Donc il faut la compter dans la manière qu'on calcule la rentabilité de l'immeuble qu'on achète, la rentabilité en fait du projet, le rendement et tout ça. Quand on fait de l'ingénierie financière, généralement on utilise un chiffrier. Ce n'est pas le chiffrier qui est important, c'est seulement un outil. C'est vraiment comment on l'utilise, comment on l'interprète. Donc, très important de ne pas oublier les coûts de servir cette dette-là et aussi le coût de servir la balloune de dette qu'on doit éventuellement rembourser. Hein? Parce que dans le cas de la marge de crédit hypothécaire, le CLP, bien, vous payez juste l'intérêt à chaque mois, mais un jour, il va falloir que vous le remboursez au final. Cet emprunt-là. Donc, c'est important que l'investissement immobilier que vous faites est assez rentable pour contrebalancer les coûts de ça. Aussi, il ne faut pas oublier, c'est du risque, c'est du levier, tout ça, mais bien sûr, si votre marge de crédit vous coûte, disons, 4 de taux d'intérêt par année, c'est quoi aussi le coût de ne pas utiliser votre marge de crédit pour aller investir en immobilier si, par exemple, l'immobilier vous génère du 15 par année? Là, je ne suis pas en train de vous dire que c'est ça que ça vous génère, mais je suis en train de vous introduire à ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Combien de gens que je rencontre, que je connais, qui ont beaucoup d'équité dans leur maison, puis ça dort parce qu'ils veulent que leur maison soit payée. Puis je le comprends, psychologiquement, philosophiquement, je le comprends. Encore plus pour les gens qui ont vécu des années où les taux d'intérêt étaient extrêmement élevés et les rendements des placements, finalement, n'étaient pas vraiment plus élevés. On vient de vivre probablement une décennie, voire 2 décennies, où la différence entre les rendements qu'on peut générer en investissement, que ce soit immobilier ou autre, versus le coût d'emprunter, il y avait vraiment une bonne différence. Et donc, ça devient même négatif de ne pas utiliser
l'accès à ces capitaux-là, surtout si les coûts sont bas. Toujours, bien sûr, à gérer. La première chose qu'on apprend dans l'ingénierie financière, c'est la gestion de risque. Et, bien sûr, il ne faut pas l'oublier, hein, le levier, c'est le fun. Il y a des gens qui vous vendent l'idée de devenir riche en 80 jours. Il y a des gens qui vous vendent l'idée d'utiliser l'argent des autres. Il y a des gens qui vous disent que l'immobilier, c'est facile. Mais rappelez-vous, bien sûr, que l'immobilier, surtout de nos jours, c'est de plus en plus une classe d'actifs qui est compétitive, qui est très compétitive, puis qui demande une certaine sophistication. Vous n'avez pas besoin de devenir fiscaliste, ni CPA, ni avocat, ni juriste, ni expert en ingénierie financière, mais vous devez connaître les bases. C'est votre responsabilité puisqu'on fait de l'investissement immobilier de façon active. Donc, rappelez-vous que le levier, oui, ça peut être super positif, ça peut vous aider à optimiser vos rendements, maximiser vos rendements, mais ça peut être également extrêmement négatif. Ça peut venir augmenter la descente aux enfers si vous ne gérez pas bien les risques qui y sont associés. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de l'immobilier déchiffré présenté par le Collège MREX. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, d'aller vous informer sur le site web de mrex.co. Allez vous informer sur le certificat d'ingénierie financière si vous n'avez pas encore participé à ce programme. Et si oui, allez vous informer sur les nouveaux certificats maîtres, donc les certificats de niveau 2 que nous sommes en train de lancer au Collège MREX. On est là pour aider à démocratiser l'accès à l'investissement immobilier. On veut rendre l'investissement immobilier accessible. On veut vous enseigner de manière réaliste et aussi basée, bien sûr, sur du data, sur des faits. Alors, bon investissement.